3 avril 2018, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. La dernière réunion officielle de M. Serge Caron à titre de directeur général pour la municipalité. Et justement, il est avec nous pour faire le suivi aujourd'hui, tout comme le maire Jacques Demers. Monsieur Demers, je me tourne vers vous tout d'abord. Le point qui va soulever des questions peut-être éventuellement là, du côté des résidents, c'est ce déplacement des lignes électriques et la proposition qu'avait fait Hydro-Sherbrooke aussi d'implanter 7 nouveaux lampadaires. C'est dans le secteur du développement du club Magog. Donc, les rues des Sapins, des Pins, des Épinettes, du bord de l'eau et des Mélèzes. Vous dites oui, évidemment, vous n'avez pas trop le choix, je crois, au déplacement des poteaux et non à l'implantation des 7 nouveaux lampadaires. Pouvez-vous nous expliquer après ma barre la décision? Oui, de façon générale, on ne cherche pas à illuminer nos quartiers. On est une municipalité dortoir, c'est un endroit qui est calme. On n'a pas de demande dans ce secteur-là présentement d'avoir plus de luminaires. Si jamais un jour ça viendrait, on pourrait regarder de façon à l'unité. Regardons si un lampadaire suffirait. Mais d'en mettre 7, on vient d'illuminer énormément un quartier. C'est pas le but de la municipalité présentement d'avancer puis d'illuminer très, très grand. Il y a tout de même donc le déplacement des lignes électriques. Vous n'avez pas trop le choix là-dessus. Et donc, il y a des gens qui vont se retrouver avec un poteau électrique en face de chez eux, là. Comment on gère ça? Et assurément, il va y avoir du mécontentement dans tout ça, là. Oui, de la façon que c'est géré pour nous, dans le fond, c'est Hydro-Sherbrooke dans ce secteur-là qui fait les travaux. Ils veulent rapprocher, dans le fond, leur ligne de la rue, tout simplement pour être capable de mieux faire leurs travaux s'il arrive quoi que ce soit en hiver ou c'est plus accessible. De notre côté, on ne juge pas l'emplacement que les poteaux. On sait qu'ils vont en enlever s'ils en rajoutent. Ça peut avoir des fois certains impacts avec un ou l'autre, mais souvent, lorsque c'est en train de se mettre en place, il peut toujours y avoir des discussions si vraiment il y aurait une grosse problématique. Mais on ne veut pas travailler pour décider l'emplacement de chacun de ces poteaux-là. C'est Hydro-Sherbrooke qui le fait. Bien, ça veut quand même dire qu'avant d'installer des poteaux, il y a un émondeur qui passe, il y a des arbres qui sont coupés, soit en plein milieu pour que le fil passe, ce qui est toujours très laid d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il fonctionne comme ça, il ferait mieux de couper au complet. Ou alors, carrément, on va abattre des arbres sur certains terrains et là, on ne demande pas la permission. On peut se lever un matin puis il manque un arbre chez nous, là. Mais normalement, il n'y a pas vraiment d'arbres à abattre parce que ce qu'ils demandent, c'est d'être dans l'emprise de la rue. À cet endroit-là, il ne devrait pas y avoir normalement d'arbres de façon importante à abattre. Parfois, lorsqu'il y a des lignes électriques, oui, au sol, mais souvent en se rapprochant de la route, ça a moins d'impact sur chacun des terrains que lorsque c'est au milieu des terrains. C'est l'endroit probablement idéal pour avoir des lignes électriques. Et c'est quand même un endroit où, en général, les gens ont une vue sur le lac. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'enfouir? Est-ce que ça coûte si cher que ça, enfouir une ligne là, sur quelques rues comme ça? Monsieur Caron, peut-être vous connaissez des chiffres au niveau technique. Avez-vous déjà... On a regardé déjà pour le village là, d'enfouir la ligne électrique. Et puis, on parle de montants faramineux. Là. Donc, dans un développement comme celui-là, où les rues sont relativement longues, les maisons assez éloignées l'une de l'autre, ça ferait de longues distances à couvrir pour enfouir du câble électrique. Et les autres services, il faut dire qu'il faut enfouir aussi le téléphone, il faut enfouir le câble. Donc, tout ça vient en même temps, là. Et quand vous dites montant faramineux, on parle de dizaines de milliers de dollars, de centaines de milliers de dollars pour 1 kilomètre maintenant, ou je ne sais pas là? Oui, au niveau du village, pour 800 mètres, on parlait d'1 million, 200 000, puis on n'était pas sûr d'avoir la permission de chacun des propriétaires de fil à ce moment-là. Parlons de millions et plus par kilomètre. Bon, et ça, il n'y a personne qui, dans le club Magog actuellement, a envie de payer pour ça, parce qu'évidemment, ce ne serait pas toute la municipalité qui paierait ces quelques millions, finalement, pour enfouir les fils, on le comprend bien. Donc, l'idée est belle, mais elle est enterrée plus vite que les fils. Voilà. Chemin du Val-Joli, un dossier qu'on suit depuis longtemps et qui, ma foi, du bon Dieu, avance rondement. On est maintenant à 12 acquisitions sur 14. Il ne reste que les 2 cas qui contestent l'expropriation là, d'une manière ou d'une autre. Alors, où on en est rendu justement avec ces 2 cas-là, M. Caron? Les 2 ont eu l'avis d'expropriation. Dans un des cas, il y a eu quand même relance par le propriétaire pour négocier ou il parlait d'une médiation. Il n'y a pas de médiation comme telle, mais il peut y avoir de la négociation. On a effectivement avancé jusqu'à un certain point. Il y a eu des échanges, puis il y a eu des montants qui ont varié. Mais présentement, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'entente avec
ce propriétaire-là. Donc, présentement, ce dossier-là continue en expropriation sous réserve d'une entente qui pourrait se prendre d'ici le moment où ça sera devant le tribunal. L'autre dossier, c'est plus bloqué. C'est plus le principe qui est contesté, le principe de l'expropriation comme tel. La personne s'oppose à l'expropriation, au droit d'exproprier de la municipalité. Donc, ça, c'est fondamental. Ça ne va pas devant le même tribunal, ça va devant la Cour supérieure. Mais par contre, on attend toujours la requête en question. Il n'y a pas de requête, il y a une date limite, je pense qu'il est le 11 avril pour déposer la requête par la partie, mais la requête présentement n'a pas été déposée. Donc, on s'attend à la recevoir, mais on ne l'a pas reçue. 11 avril, c'est somme toute très bientôt. Là, au moment où on enregistre l'entrevue, nous sommes le 4 avril, donc c'est dans une semaine. Si jamais la requête est jamais déposée, là, après, c'est l'expropriation qui a lieu tout simplement? Si jamais elle n'est pas déposée et qu'il n'y a pas d'entente, effectivement, c'est un tout petit terrain. Les montants ne sont pas très importants en cause, mais s'il n'y a pas d'entente, effectivement, ça va avoir une expropriation. Et ce qui n'empêche pas la municipalité de commencer la démarche de construction. Tandis que dans le cas où l'expropriation est contestée, c'est-à-dire que le droit comme tel est contesté, ça empêche les travaux. Donc, dossier épineux, pourrait-on dire, hein, pour l'acquisition de ce 14e terrain. On en reparlera assurément au début du mois de mai. Voyons voir si la requête aura été déposée. On continue rapidement là, dans le dossier des routes. Il y a trois contrats qui ont été accordés, donc abat-boussière, tonte des pelouses et nivelage des chemins. Est-ce que, grosso modo, on est similaire là, à ce qu'on paye année après année pour ce type de contrat-là? Oui, absolument. À peu près identique à l'année passée. Très bien. Donc, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On va sécurité publique. Il y a la Régie intermunicipale de prévention et de protection des incendies, même Frémagogue. On a approuvé le nouveau règlement d'emprunt, un règlement d'emprunt bonifié parce qu'on avait oublié d'inclure les taxes, ou en tout cas, on pensait qu'on n'avait pas nécessairement à les payer, là, M. Demers. Oui, c'est exactement ça, parce que, étant donné que la Régie se trouve à acquérir les quatre équipements détenus par les services incendies qui étaient sur son territoire, croyait, étant donné que c'est les mêmes municipalités de façon générale, qu'on n'aurait pas à payer les taxes, mais finalement, il semblerait que oui. De là où ça a légèrement changé le règlement d'emprunt, pour ça que la résolution d'environ 78 000 là. Donc, un 78 000 qui n'est pas un 78 000 de plus pour vous à Sainte-Catherine-de-Hatley, mais divisé là, dans le nombre, rappelez-nous le nombre de municipalités déjà là, qui sont membres de la Régie? On est 10 municipalités. Pour Sainte-Catherine-de-Hatley, ça pourrait équivaloir à peu près à 15 000 parce qu'on est à peu près 20 du total. Il y aura un changement au niveau de la centrale d'appel pour le 911. Le numéro de téléphone ne change pas. Ça reste le 911. Pas grande différence pour les résidents. Mais on passe de la centrale qui était Lévis pour aller plutôt avec la Chaudière-Appalaches. Pourquoi un tel changement? Est-ce qu'il y a une qualité de service ou c'est au niveau des coûts ou quoi que ce soit, là? Les coûts restent exactement les mêmes, puisque les frais chargés par le 911, c'est ce qu'on transfère directement à notre service. Un de ceux qu'on avait regardé, c'était aussi celui de Sherbrooke. Lui, avait des coûts additionnels où ce qu'on n'a pas été. Coca étant probablement un des principaux au niveau du service 911 présentement, qui est en hausse, qui a beaucoup de services, beaucoup d'équipements aussi qui sont en train de construire. On avait de l'intérêt à s'en aller vers un nouveau service puis qui correspond à l'ensemble du territoire, parce qu'on avait des municipalités qui étaient déjà, c'est qu'on avait comme 2 services sur le territoire. Là, on arrive avec une entente et même la ville de Magog, qui avait une entente à part, devient avec l'entente de la MRC. Ça fait que les 17 municipalités vont avoir le même service 911 qu'on pense qui peut aider à harmoniser l'ensemble. Et le fait d'être un poids comme ça, quand même à 17 en même temps, dire nous, on s'en va chez vous, ça ne permet pas de négocier un meilleur prix avec Coca? Non, parce que le prix, dans le fond, c'est les redevances du 911. Il n'y a aucun frais chargé aux municipalités. C'est directement les redevances qui paient ce service-là. Très bien. On conclut avec le marché public 2018 et ce sera donc de retour, oui, officiellement cette année. On avait quelques demandes de la part des promoteurs. Tout d'abord, ce qui est probablement la demande la plus importante, on vous demande de cautionner d'une façon particulière une subvention au MAPAC. En fait, on nous demande de devenir le prête-nom, entre guillemets, où l'organisme comme tel n'est pas constitué en corporation, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas faire de demande en leur nom propre et les personnes non plus ne veulent pas faire une demande collective là, en tant que personne. Donc, il leur faut quelqu'un qui porte le dossier. On demandait à la municipalité d'être le porteur de dossier, ce qui a été accepté par le conseil.
Et savez-vous là, ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on espère avec cette subvention-là? Qu'est-ce que ça va permettre? Une subvention qui est monétaire, là, c'est de l'argent, mais ça permet de réaliser des parties de projet, par exemple, de prévoir certaines activités, de mettre des services. C'est tout ce qui permet à un marché public d'exister et de prospérer. Et on veut aussi justement bonifier l'offre qu'on fait là, du côté du marché public pour cet été. Donc, M. Demers, est-ce que la municipalité donne son aval, par exemple, pour les ventes de garage, des marchés aux puces, des choses comme ça? Oui, on nous parlait de 2 à 3. Ce qui est accepté, c'est une première année. On va l'essayer avec 2 ventes de garage. Beaucoup de vie qui a été amenée par ce groupe-là qui s'occupe du marché public ont plein de projets, veulent accentuer, entre autres, tous les mets déjà préparés sur place, être capable de vendre ça à cet endroit-là. Ils se mettent conformes aux normes du MAPAC de ce côté-là. Puis je m'attends d'eux de voir beaucoup d'autres projets parce qu'ils ont l'air d'être très, très dynamiques. Et tout ça se déroule toujours dans le stationnement donc de l'ancienne caisse populaire qui n'est toujours pas utilisée à l'année longue. Là. Est-ce qu'on a à côté de ça des projets autres qui commencent à apparaître, des approches là, qui ont été faites auprès de la municipalité pour ce bâtiment-là comme tel? Chaque année, il y a des gens qui viennent, ils s'approchent de ça, mais je pense que le marché commence à prendre une grande part autour du bâtiment. Même cette année, comme 3 congélateurs qui ont besoin à l'intérieur, ils adaptent tranquillement aussi un peu le bâtiment à leurs besoins sans avoir des investissements importants. Ils ont des planchers de bois qui s'en viennent aussi pour leur marché. Il y a des petites choses qui se font de ce côté-là, mais non, il n'y a pas le projet qu'on pourrait s'attendre, mais on est toujours ouvert à écouter les citoyens de ce côté-là. Très bien. Ça fait le tour de ce qui s'est passé donc dans la séance du 3 avril. Comme je le disais, dernière séance officielle de M. Serge Caron, donc entrée en poste à partir de la prochaine séance de sa successeur. Oui, Mme Labelle qui arrive en poste. Il y a eu une motion de félicitations faite lors de ce conseil-ci à M. Caron pour un peu plus de 9 ans avec nous. C'est extraordinaire. Puis quelqu'un qui a été apprécié énormément de l'ensemble des citoyens, mais particulièrement des élus qui ont eu à travailler et le personnel. Ça fait qu'un gros merci à M. Caron pour ses belles années chez nous. Monsieur Caron, on apprenait ce matin qu'il y a un nouveau, ce matin ou hier, là, je ne sais plus, il y a un nouveau directeur général du côté de Sherbrooke. Ça vous aurait pas tenté de finir votre carrière à Sherbrooke? Non, pas du tout. Et comment, un petit mot finalement, au bout de 9 ans de service à Sainte-Catherine-de-Hatley? Oui, ça a été une très belle expérience. En fait, ça a été ma deuxième municipalité où j'ai été. J'ai toujours dit que je sais pas si j'ai été chanceux ou si tous les élus sont comme ça, mais j'ai eu des élus avec lesquels c'était facile de travailler, avec lesquels c'était agréable de travailler, des gens constructifs, des gens qui voulaient avancer. Je leur avais dit, moi, quand je suis rentré à Sainte-Catherine, si vous n'avez pas de projet, engagez-moi pas. On a eu beaucoup de projets. Il y a encore beaucoup de projets qui se font, puis il y en a encore à faire. Puis ça a été vraiment une très belle expérience dans laquelle je me suis épanoui. Eh bien, on vous souhaite une retraite tout aussi épanouissante, M. Caron. Ça a été un plaisir de vous côtoyer aussi pour ma part au cours des 4 dernières années. Des réponses toujours très précises avec les chiffres et tout est complet. Alors, merci beaucoup. Le seul directeur général d'ailleurs, et qui participe comme ça aux entrevues au microphone. Alors, toujours très apprécié parce que ça apporte là, du concret aux entrevues. Et après ça, on a le politique, évidemment, avec le maire, M. Demers. Alors, à vous deux, bonne suite aussi. On se retrouve donc le mois prochain quand même, possiblement, peut-être avec vous aussi. On verra pour l'entrevue ou si on y va simplement avec Mme Labelle. Et quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.